Bonjour à tous, chers membres du Mistral Social Club. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre chronique Dans le Tempo, consacrée à l'actualité musique live de votre région et qui met en lumière les artistes de notre territoire. Ce numéro est consacré à la 7e édition du Festival musical du Jardin Sonore, qui a lieu chaque été au domaine du Font-Blanche. Pour en parler, je propose d'aller échanger avec le directeur de ce festival, Alexandre Langlais, et ce en direct de la salle de concert de l'usine. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans ce joli lieu qui est l'usine. C'est un peu exceptionnel, et ce à quelques heures d'un grand festival de rock, de métal, pour nous parler de la 7e édition du Jardin Sonore qui aura lieu, bien sûr, comme chaque année, cet été à Vitrolles. Alors, est-ce que pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu pourrais te représenter rapidement et nous parler du festival musical, dont ce sera la 7e édition cette année? Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Alexandre Langlais, je suis effectivement le programmateur du festival Jardin Sonore. Je suis le gérant d'une société qui s'appelle Village 42 et qui s'occupe tout au long de l'année d'organiser des concerts. Et c'est vrai qu'on a en point d'orgue chaque été, mi-juillet, ce festival Jardin Sonore qui a pris son envol en 2018 au domaine de Font-Blanche à Vitrolles. Et on est resté fidèle à Vitrolles depuis toutes ces années pour continuer à faire vivre et prolonger cette aventure musicale. Tu peux nous parler un petit peu de cette programmation, et parce que j'ai vu qu'elle est encore riche et très variée. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la programmation de ces 4 soirées? Alors c'est l'objet d'un festival, à mon humble avis, c'est de faire justement honneur à la diversité de ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc on sera sur 4 soirs cette année, du 10 au 13 juillet, avec 4 soirées qui vont nous emmener d'une ambiance, on va dire, métal, saturée, avec des groupes comme le groupe de stoner Queens of the Stone Age, qu'on accueille le 10 juillet, mais également The Inspector Clouseau le même soir, d'artistes comme Brother Junior, dont on parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure. Un lendemain un peu plus chanson, avec les Louise Attaque, tête d'affiche que l'on connaît évidemment. Des chanteurs toujours français, sur l'esthétique reggae, comme Naman, qu'on accueille. Le lendemain, on a une journée peut-être un peu plus ouverte, avec des groupes de rock anglais, en tout cas archive, complété d'une programmation chanson pomme et un ovni. Je le décrirai comme ça, dans la personne de Marc Rébillette, qui clôturera la journée du vendredi 12. Quant au samedi 13, pour le coup, on est allé dans une direction, c'est celle de l'urbain, de ce qu'on a appelé le hip-hop, avec le retour de la Funky Family, qui viendra effectivement relancer en mode Madeleine de Proust pour tous les Marseillais qui ont découvert la FF dans les années 90. Voilà, ça sera une soirée complètement consacrée à la musique urbaine, Rimka, d'autres, une génération un peu plus récente, Ben PLG également qui sera sur scène, le Troisième Œil et d'autres projets encore pour clôturer cette 7e édition de Jardin Sonore. Ça donne envie, les auditeurs, vous voyez, il y a quand même, c'est très très riche encore cette année. On me demande souvent quelle est la spécificité de ce festival. Alors, l'année dernière, quand on s'était vu la première fois, et je t'en remercie encore de me recevoir aujourd'hui, tu m'avais dit, nous on est variés et on fait effectivement tous les styles. Et là, j'ai l'impression que tu as quand même remis un peu des cases dans les soirées. C'est un choix, tu peux nous expliquer un peu, Alexandre ? Alors c'est un choix et c'est aussi d'une certaine manière les contraintes d'un festival. Et c'est ça qui est intéressant dans la programmation d'un festival, c'est qu'on peut avoir des envies, on peut vouloir trancher, avoir des idées très arrêtées et puis après être pris dans les obligations des disponibilités des artistes, etc. La réalité c'est que l'an dernier on avait fait un festival et même l'année d'avant on avait mélangé sur la même scène et sur la même journée des publics très jeunes et des groupes urbains, Zola par exemple, qui se mariaient avec d'autres projets plus anciens, des projets rock, des projets folk. Et c'est vrai que l'an dernier, on a accueilli d'un côté Lorenzo et sur la même journée Ben Harper. Donc il y avait une espèce de grand écart dans la programmation, chose qu'on n'a pas obligatoirement reconduit cette année, alors que vraiment, j'ai réouvre une parenthèse.
moi j'ai trouvé que le fait d'avoir sur un même territoire à un moment donné deux esthétiques complètement différentes, ça faisait partie de notre mission de festival et de programmateur, et ça me fait pas du tout peur, et je trouve ça très drôle de voir des gens qui écoutent d'habitude Ben Harper rester complètement plantés devant Lorenzo et pas comprendre exactement quel est le projet, et des fois réciproquement des jeunes qui se sont emmerdés devant Ben Harper pour faire simple, et qui étaient par contre complètement en extase devant Lorenzo. Donc moi je trouve que c'est ça que offre aussi un festival, que doit pouvoir offrir un festival. Maintenant cette année on est revenu dans quelque chose peut-être de plus classique. C'est dû à un choix, c'est vrai, et aussi voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à des contraintes aussi qui sont évidentes. C'est qu'à un moment donné, voilà, les groupes se présentent tels quels, sont dispo sur telle date, et le puzzle se monte comme ça. Ça veut absolument pas dire qu'on restera dans cette logique l'année prochaine. Chaque année, comme je le dis souvent, on remet sa ceinture en jeu, et on est dans l'obligation de composer avec des éléments comme ça qui nous échappent et qu'on essaye plus ou moins de contrôler. Voilà, donc ça c'est les nouveautés dont tu as remis un petit peu un cheminement, par obligation également par rapport à ce que tu me disais, par rapport à l'envie et la disponibilité des groupes. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est une programmation riche et variée, et ça, ce qui fait quand même la qualité de ce festival. On a parlé des jeunes artistes, alors les têtes d'affiche, tu les as cités tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces jeunes artistes locaux ? Alors bien sûr, tu m'as parlé de Brother Junior, mais tu peux me parler un peu de tous les autres ? Et de Brother Junior, bien sûr. Alors, ça fait partie des choses sur lesquelles on est toujours très engagé à Jardin Sonore. C'est de donner la parole à des artistes locaux, des jeunes artistes, des artistes émergents, des artistes émergents et pas obligatoirement locaux. Hein, il faut essayer de jongler avec tout ça. Et donc, chaque journée, on accueille au moins un artiste, 2 artistes, 3 artistes, dont c'est la première, on va dire, grosse scène. Donc le 10 juillet, c'est effectivement Brother Junior, qui est connu pour un certain nombre de projets qu'il a déjà défendus dans le coin, mais ça venait complètement coller à la programmation de la journée. Il faut savoir que lui, il est grand fan des Queens of the Stone Age. Je pense que ça représente pour lui quelque chose d'important, plutôt rock. Ouais, plutôt rock sur ce projet. Autre artiste, donc à partir du 11 et 13 juillet, donc on a scellé une collaboration avec la salle Sismique, qui a un projet appelé Magma, qui encadre des pépites, et chaque année sort de ce parcours plusieurs artistes, et donc la salle Sismique me recommande ces artistes-là. Donc cette année, on aura sur les scènes de Jardin Sonore, Nero, si je ne me trompe pas, Karma et La Figue, qui sont à chaque fois des projets, donc là pour le coup locaux et émergents, et qui joueront, et c'était un choix pour le coup assumé cette année, sur la scène Prairie, c'est-à-dire la scène 2. Jusqu'alors, c'est des groupes qui jouaient sur la petite scène, la scène Bodega, et là on va carrément les mettre sur la scène Prairie, c'est-à-dire qu'avec un peu de chance, ils vont jouer devant 1500, 2000 personnes, et ça va leur faire, je crois, une belle exposition. À chaque fois, on a choisi ces projets en fonction évidemment de leur complémentarité avec le reste de la programmation, leur cohérence avec le reste de la programmation, et aussi l'évolution de leur projet professionnel. Ça, c'est nouveau aussi, du coup. Oui. Ça, c'est vraiment nouveau. Merci pour ces jeunes artistes. En quoi c'est important de valoriser, justement, on pose toujours la question, les artistes locaux. Je sais que pourtant c'est important, c'est dans l'ADN du Jardin Sonore, mais pourquoi c'est vraiment important de donner cette lumière à ces jeunes talents ? C'est important parce que faire de la scène pour un jeune artiste, c'est quand même se lancer, se mettre le pied à l'étrier. Ça peut aussi lancer sa carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de supports, on peut montrer ce qu'on sait faire en termes de son, avec les supports numériques. Bon, rien ne remplace jusqu'à aujourd'hui la scène, et il y a des artistes qui arrivent à défendre leur bout de gras sur scène, et moi j'ai toujours cette conviction que la différence et une carrière peut se lancer sur la scène, via la scène. Donc pour moi c'est très important. Et puis ensuite quand on a la chance d'avoir un festival qui prend son envol comme Jardin Sonore, qui draine de plus en plus de public, et je crois un public de curieux, la preuve avec l'entretien qu'on a, c'est un super tremplin. Il y a plein d'autres tremplins, il y a plein d'autres festivals qui depuis toujours ont fait ça. Il y a des salles aussi dont c'est la mission de mettre les artistes émergents en avant, mais en même temps, moi je me suis dit que je pouvais pas m'en passer de cette opportunité que de leur donner la parole et de leur laisser le confort de s'exprimer pendant 1 heure sur scène.
avec ton expérience de programmateur et de directeur de festival et de salle, puisque tu aussi t'occupes de l'usine, quels conseils tu pourrais donner justement aux jeunes artistes qui voudraient se lancer pour te contacter ou même pour se lancer dans une carrière sur scène aujourd'hui? Quel meilleur conseil tu peux donner? De jouer autant que possible. Alors c'est un peu basique, mais on va dire avec ses tripes, c'est-à-dire ne pas... on a eu tendance peut-être des fois un peu trop professionnaliser, vouloir trop professionnaliser la scène. Peut-être que des fois des artistes en herbe ont attendu d'être justement programmés dans des salles, dans des cadres un peu officiels, ont attendu d'être retenus aux Inouïs du Printemps de Bourges, ont attendu avant de... et puis ont un peu boudé finalement l'essence même du live. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est prenez vos instruments et allez jouer partout et essayez de vous approprier vos propres chansons. Il y a un retour à ça quand même. Moi je vois de plus en plus de groupes qui décident de jouer, de se lancer dans des tournées un peu indépendantes. Ne vous mettez pas, un autre conseil que je peux donner, c'est jouer, mais ne vous mettez pas à risque financièrement, bêtement. S'il y a beaucoup de gens, enfin des jeunes qui veulent se professionnaliser, interpeller des professionnels. Essayez à un moment donné, si vous voulez vraiment passer un cap, n'investissez pas, je veux dire, entre guillemets, bêtement de votre poche. En tout cas, concentrez-vous sur votre travail artistique, achetez-vous du matériel, mais ne vous lancez pas tête perdue des fois dans des aventures pour jouer coûte que coûte. Il y a des réseaux de professionnels aujourd'hui, il y a des salles qui peuvent vous accueillir pour faire des résidences, il y a des relais qui sont tout à fait professionnels, il y a des subventions, des aides qui peuvent être données aux artistes émergents. Donc profitez du cadre, mais surtout jouez. Vous avez des chansons, prenez votre guitare, allez jouer là où vous pouvez jouer pour vraiment vivre vos chansons. Et puis après, vous verrez bien si vous êtes capable, parce que la scène c'est un grand fantasme pour beaucoup de groupes. Il s'avère que c'est un vrai boulot et que c'est pas si évident que ça de tenir la scène. Et puis il y a aussi des artistes qui sont excellents, mais pour qui la scène n'est pas faite pour eux. Et donc il faut s'y confronter peut-être pour connaître ses limites. Voilà, ça ce sont les conseils à bon entendeur, comme on dit. Au fait, l'année dernière, on ne s'est pas posé la question, le bilan de l'année dernière, moi j'y étais, j'ai eu la chance et je te remercie encore de nous avoir accueillis avec le Mistral Social Club. Combien de personnes vous avez reçues et quelle pour toi a été la meilleure prestation, ou en tout cas les révélations de l'année dernière? Ça me paraît loin, l'année dernière c'est fou d'en parler alors que ça fait même pas un an, mais l'an dernier, on a accueilli 18 000 personnes, donc c'est une édition qui, encore une fois, nous a permis de passer un cap en termes de public. On voit qu'on a fidélisé un public, d'année en année on le fidélise, et c'est un public qui revient, on en est absolument heureux. Donc déjà, pour répondre à ta question, c'est la prestation du public, c'est un public qui a répondu présent, des publics très variés, et qui est reparti, on n'a eu absolument aucun incident. Quel que soit le type de soirée, et ça on s'en félicite et on remercie notre public. Je pense que c'est la réussite d'un festival à taille humaine où tout est sous contrôle et où les soirées sont agréables. Maintenant, d'un point de vue artistique, évidemment, j'ai eu un coup de cœur pour le concert de Ben Harper, parce que ça fait partie des artistes que moi j'attendais depuis un certain temps. J'ai pas obligatoirement réalisé sur le coup, hein. Moi je cours dans tous les sens et au final je me suis dit on a quand même fait Ben Harper là sur la scène, donc c'est quand même pas rien, puisque c'est évidemment j'ai tous les CD depuis mon adolescence dans ma discothèque, donc ça fait quand même du bien d'accueillir ce genre de monstres, on va dire, de la musique. Et puis il y a eu la grosse prestation de Chaka Ponk, on sait qu'ils sont excellents sur scène, mais là je parle des têtes d'affiche, mais on a des artistes qui ont réussi à donner tout. On se rend compte que Jardin Sonore, quel que soit, je veux dire, l'artiste, la scène, etc., j'ai l'impression que les artistes arrivent à s'exprimer parfaitement dans notre festival, et c'est pas une évidence. Souvent, les gens pensent, on a mis une scène, on a mis des loupiottes, on a mis du son. En fait, il y a des festivals où des fois, la presta, elle se passe pas super bien pour l'artiste, pour plein de raisons. Nous, on a réussi. Mais c'est le cadre, c'est certainement l'accueil et la façon dont on arrive à amener les artistes sur scène qui fait qu'à chaque fois, on a des excellents retours, parce que les artistes ont réussi à donner le maximum d'eux-mêmes. Donc tout était parfait l'année dernière et tout sera parfait cette année, c'est sûr. Est-ce que, bien sûr, tu serais accompagné de nombreux bénévoles? L'année dernière, tu m'avais fait rencontrer Cyrignac, j'imagine qu'il sera encore là avec toutes les équipes de bénévoles. Est-ce que tu peux encore dire s'il y a des gens qui peuvent nous rejoindre, quel est leur rôle, leur mission des bénévoles au sein du Jardin Sonore? Moi, j'ai vu, effectivement, j'ai rencontré certains, mais tu peux peut-être en parler et peut-être donner envie aux auditeurs de vous rejoindre, s'il y a encore des places. Alors, il reste encore des places et des postes à pourvoir pour les bénévoles. Cyrignac est toujours aux commandes. C'est un super responsable bénévole, quelqu'un de extrêmement
impliqués dans le bien-être de ces équipes et dans les missions. Les bénévoles font pas mal de choses sur Jardin Sonore, hein. L'équipe d'autant plus s'est un peu densifiée cette année. Alors les bénévoles, c'est pas uniquement distribuer des tickets boissons aux artistes, c'est s'occuper des loges des artistes, c'est faire des runs aussi pour les artistes, c'est-à-dire les déplacer en véhicule, c'est s'occuper du ramassage avec les brigades vertes de ce qui reste sur le site à la fin du concert, c'est placer les gens dans les gradins, c'est orienter les gens, c'est être au bar aussi pour ceux qui ont quelques connaissances en tirage de bière. Donc il y a toutes les bénévoles se trouvent vraiment à tous les postes. Et puis surtout, c'est des gens qui sont souvent très investis, très impliqués, qui viennent sur notre festival, mais qui ont été aussi des fois bénévoles sur d'autres événements et qui nous font des retours et qui nous font progresser et qui nous disent là c'était bien, mais je trouve que ce point-là il pourrait être améliorable, etc. Et c'est ça une grosse source d'inspiration pour nous. Et chaque année il y a des nouveaux bénévoles qui arrivent, il y en a d'anciens qui restent aussi. On a des bénévoles qui sont là depuis 2018 encore une fois et qui nous suivent tout au long du parcours. Il y a même des bénévoles des gens qui étaient bénévoles au tout début et qui sont devenus maintenant des membres permanents de l'équipe, c'est-à-dire qui se sont professionnalisés, ils posent même si c'est un autre boulot qu'ils font à l'année, ils posent leur congé pendant 10 jours, 15 jours et ils deviennent permanents de l'équipe, ils sont plus bénévoles, ils travaillent pour nous. Vous voyez, si vous voulez rejoindre l'équipe, il reste encore des places, vous allez sur le site bien sûr du Jardin Sonore. Bon, écoute, on va bientôt se quitter. Merci Alexandre pour ces échanges et de mettre en lumière à nouveau tous les artistes de tous les styles sur les scènes sous ce joli festival Jardin Sonore, dans ce cadre agréable du domaine de Fontblanche. Alexandre, avant de terminer, veux-tu nous laisser un petit message pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore le Jardin Sonore ? Jardin Sonore, c'est un site qui s'appelle le domaine de Fontblanche, qui est un petit poumon de verdure au milieu d'une ville qui est très, très urbanisée, Vitrolles, et en même temps on a découvert ce parc, ce jardin, ce domaine qui nous accueille maintenant depuis 7 ans et sur lequel on pose 3 scènes à taille humaine. Encore une fois, c'est un site qui fait 6500 personnes et pendant 4 jours on s'y amuse, on se détend tout en écoutant de la musique, en se rencontrant des artistes aussi, en découvrant des artistes, en redécouvrant des artistes, voilà, dans un cadre qu'on espère convivial, qui est convivial, voilà, au bord d'un petit ruisseau, et on essaye de garder cette ambiance originale, naturelle, dans laquelle on se sent bien avec une programmation aux petits oignons. Voilà, ça sera du 10 au 13 juillet cette année, et on espère vous y rencontrer et vous faire découvrir ce qu'on a concocté pour vous depuis 1 an, voire même plus d'1 an, puisque une programmation de festival, ce programme très en amont. Voilà, on est dans les starting blocks pour vous accueillir et donc à très bientôt. Il reste des places sur le site de Jardin Sonore, www.jardinsonorefestival.com. Je pense que Alexandre a tout dit. On espère que vous serez nombreux, présents à cette édition. On vous donne d'ailleurs rendez-vous et on remercie Jardin Sonore pour un reportage qu'on fera sur plusieurs soirées avec des artistes et des surprises sans doute. Et on vous retrouve très 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 vite pour de nouvelles chroniques dans le tempo. Merci encore Alexandre et toute l'équipe et merci de nous avoir reçus dans ce bel écueil qui est cette belle salle qui est l'usine à Istres. Merci. On se quitte en musique avec un titre, My Ho du chanteur rock marseillais Junior Brother qui fera partie de ces jeunes talents à découvrir au Jardin Sonore cet été. You come